visiteurs va venir. OK. OK. Pas mal d'inconnus. Ça fait des inconnus pas mal, là. Puis là, ici, vous êtes combien à travailler? Vous êtes Une petite équipe, une petite équipe? de l'université, donc On s'est croisés tantôt, hein? On s'est presque rentré Bonjour. dedans. Ben, on se connaît, je pense. Oui. Moi, c'est Valérie. Et mon? Luc Saint-Pierre. Luc Saint-Pierre. Peut-être que vous avez vu mon nom dans les courriels. J'ai écrit ça. Oui, peut-être bien. Même mon visage? Oui, mais tantôt, là, quand on s'est croisés, je me semble un visage connu. Peut-être un... Ça a l'air que vous avez un reçu. Oui. De stationnement? C'est un taxi. OK, je vais vous rembourser tout de suite. Je vais le prendre. Je vous donne ça à l'instant. Merci. C'est bien 25. Oui. Oui. Ouais, ça a coûté... je vais repartir en métro. J'aime mieux prendre le métro, mais là, je me disais, il faut que je mette des billets sur ma carte. Ça... Puis là, vous avez quand même une programmation. J'ai regardé sur le site, là, il y a des séminaires souvent. Puis, oui, là, on s'est associé avec, ça fait la deuxième année, avec le département de géographie. Est-ce qu'ils se déplacent ou... Oui, ils se déplacent. Là, j'espère que la tempête ne va pas ralentir leurs ententes. Ils arrivent souvent pile. Oui. Puis, on le sait vraiment parce qu'ils s'inscrivent. Les autres s'inscrivent. Non, les autres qui arrivent. Puis, est-ce qu'ils font ici aussi, leur séminaire? Bon, on alterne. Comme celui-là, on vient de l'avoir dans Vaudreuil. Oui. Parce qu'il y a quand même une bonne dizaine de personnes. Qui sont inscrites, là? Tant mieux. Fait que, il y a à l'université, il n'y a pas de système? Non, c'est ça. Pas dans leur salle. OK. Quand on fait des trucs où on sait qu'il y a un intérêt plus large que seulement le département. C'est ça. Là, je ne sais pas très bien, par contre, où ils vont dans la session. Oui, moi, c'est sûr, moi aussi, je me disais ça ce matin, ils sont peut-être en examen ou quelque chose. Là, on sait pas. Ils ont fermé, hein? L'université Laval, ils ont fermé hier matin aussi. Pas dans l'après-midi, mais le matin. Puis ça, c'est... Puis, mais le circuit, les autobus sont pas arrêtés. C'était au ralenti, là. Souvent, c'est ça, quand les autobus arrêtent, c'est ça qui fait que... Ici, vous n'avez pas... On ne ferme pas, hein? Vous n'avez pas fermé non plus. Ben, moi, j'étais tout seul. Oui. L'université a prévenu envoyé à tous les employés. Ne vous présentez pas. Bonjour, bonne présentation aujourd'hui. Oui, certainement. Bonjour. J'ai pas y arriver depuis des mois. Oui. Ben, il y a la conférencière. Au moins, je suis arrivée. Oui. Je suis au sud du nord de l'île, je suis responsable des informations professionnelles. Super. Dans le cadre d'élaboration des plans cliniques. Vous entreprenez des indicateurs qui sont en imposable, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est très, très bien. Super. Un client intéressé, c'est bon ça. Ouais. On est toujours intéressé dans des niveaux inférieurs, c'est possible, c'est des données qui sont pas possibles à avoir. C'est souvent difficile, là. Mais déjà pour les aides par RLS, c'est déjà plus. Quand on peut, on le fait. C'est ça. C'est quand tu veux commencer, on va l'entendre. Tu vas faire de la discussion. Est-ce qu'on commence à puis recevoir des réponses? Oui, juste avant. Moi, ça me dérange pas d'entendre. Je pourrais peut-être démarrer la discussion, on pourrait dire aux gens en ligne qu'on va. Ouais. Ouais. C'est rapide. J'imagine de ne pas besoin de réservation. Non, ben, c'est plus eux, là, mais j'imagine que c'est beau. Vous êtes attaché au départ d'une unité démografique.
Ben, non, ça, c'est le séminaire, là. OK. Moi, je suis vraiment à l'UNSTQ. Ah! J'ai pas d'autre part d'attache. Ah oui, que ça, votre nom là. me dit de quoi? Je sais pas si on a sorti un article aussi, ça fait 2-3 ans, un article sur le CISMAC, qui explique un Oui, peu je l'ai le vu justement. Les bases peut-être de que données. vous n'apprendrez pas grand-chose là, de plus. Ben, ça se sort un peu parce que moi, je quitte dans 13 jours d'ouvrage. Je vais avoir ma retraite. Déjà? Déjà, après rien que 28 ans de métier. Avec toutes les fusions dans l'économie, les transformations de système, hein, Et les collègues ils se aussi, sortent plus. on me dit comment c'est différent. Ah, là, c'est très, ça très a différent. pas évolué. Ah oui, donc on a, ça fait Montréal, ils ont créé des imposantes. Il y a des CIUS. Ouais. Chacun se dote d'un imposant. Ouais. Certains vont avoir des informations professionnelles, d'autres pas encore, mais ils n'ont pas les ressources pour le faire. De toute façon, Et puis l'équipe régionale n'est pas constituée encore. Ils sont encore dans les entreprises. J'ai beau les interpeller, tu fais 25 ans de personnel. Je m'en vais, puis j'ai posé à mon employeur. J'avais voulu t'aider, savoir quand ça va être là de service. C'est ça, les données qui vont utiliser, quel niveau on produit les données. Trancher 33% des quêtes. Disséminer totalement. Fait que là, le CIUS du Centre-Sud a décidé de ses accaparer pour ses propres mandats, missions. Sauf qu'ils sont payés par le régional. Ces employés-là vont sentir une voiture de service. Ça va à l'auteur, je ne sais pas. Donc, avec vous, l'équipe surveillance. Eux autres sont moi, je suis au CIUS du Nord, eux sont au CIUS du Centre-Sud. Fait que eux, habituellement, c'était la santé publique qui était trop, plus. Maintenant, mais c'est une direction de CIUS. Et toute l'équipe qui était insérée dans la qualité de performance a d'autres priorités. Chef opérationnel, bien sûr. J'avais vécu moi-même. Ils savent que je m'en vais d'une chambre, parce qu'ils savent que je m'en vais d'autres qui me permettent de produire l'information. C'est populationnel, pour les l'application, le suivi, l'évaluation probablement. Et je vous ai fait notre surveillance. C'est SNAC, donc certains docteurs, on va devoir les suivre de l'année. Mais les médicaments sont de priorité du nez. Oui. Il y a quand même Tout à fait. Ah mon Dieu, ça, j'aurais aimé ça, mais trajectoires de soins, notamment. La personne qui est à la France, ça s'en va où après? C'est tellement riche comme information dans notre temps, on avait des règles. Vous savez, on commence à discuter avec nos partenaires pour dire que c'est intéressant parce que ça va à l'urgence, puis retourne à l'urgence qu'à tu avais une équipe gouvernementale, en plus personne, le système est mal organisé. Donc, tu avais un autre groupe, plus le fait que c'est parfait, parce qu'on une retourne, parce qu'on n'est pas les citoyens. Ça veut dire que le monde utilise nos services. Puis moi, je ne suis pas là pour marcher du vrai du fond, mais pour amener les gens. Bonjour tout le monde, juste vous aviser, on va débuter vers 12h05, parce qu'il y a quelques retards. Merci. C'est une bonne idée qu'il y a eu c'est l'INSTQ hein, qui a été initiative de ça. Ah, ça fait partie de... Le CISMAC, c'est l'INSTQ. Oui, oui, c'est nous qui avons développé ça. Mais c'est Jean qui m'a invité à venir. Moi, je suis connu depuis mon premier cours en santé publique en 1990. Et puis là, je me vois pour mon dernier jour. C'est drôle. Ça veut dire 31 mars, ça? Ben, dans ce temps-là, j'ai dit, je faisais des présentations. Donc, il y a les ici, rappelez-vous les ici. Ça ne va pas être moi, ça. J'étais loin. Ah ouais? Moi, j'étais au bout de la C'est vrai. Autour des années 90, je faisais 91 à 85. Ah, ben, c'est ça, c'est dans ces années-là. Ça va, c'est ça que ça a fait, là? Et quand on démarre la diffusion, Je savais. Ça, je peux le fermer. J'ai ma bosse 27 ans. Je vais à Lyon. Et avant, avec l'équipe régionale de santé publique,
Montréal, tu étais dans l'équipe de recherche. J'ai parti, je pense, 10 ans, tu étais Souvent, deux fois. Pourtant, je ne l'ai pas réouvert. Y a-tu, Bon. Là, il est fermé. Ouais. OK. C'est bon. Ça peut-tu tenir? Je faut que je le mette dans ma poche. Là, il s'attache avec ça, OK. Je pense que je vais l'attacher ici. OK. Quand on avait changé, la suite à une courte parce qu'elle travaillait. Bon, je peux vous demander, ça va son enregistrement sur YouTube, on partage vos diapos. Oui, mais on pourrait les mettre en PDF, Oui, les en diapos? PDF. Oui, Oui. ça va, ça va. Pas de problème. Comme gestionnaire porte-à-faux, j'ai bien aimé la santé physique qui est assez répartie dans la population. On s'est centré sur la gestion de la maladie, et c'est du nombre de vie. Oui, mais la maladie, centré sur la maladie. Représenté dans une perspective moyenne et long terme, je trouvais ça d'intérêt. J'aime bien la façon de s'organiser. Ça fait des gros efforts pour tenter d'aller dans le petit. Oui. Dans le petit, c'est un fait. On a hâte que. Ah oui! Faire des. Oui, c'est juste. Bonjour. Oui. Je vais avoir peut-être 3 questions. Je ne sais pas si vous allez les aborder. Mon patron qui m'a suggéré. Ben, je vais les écouter, puis je pourrais peut-être les intégrer. Notamment les bases de données, comment sont travaillées, les portées limites de cette base. C'est super, je vais répondre à ça. Ensuite de ça, la possibilité d'exploiter cette base de données-là avec des différents découpages, du groupe cible, groupe OK. c'est-à-dire. OK. Puis enfin, quels sont vos développements à venir? OK. Ça va regarder un petit peu ça, puis à la fin, en conclusion aussi, là, si j'ai pas. Il va être content. Je suis à Québec. Oui, c'est ça, je viens d'arriver ce matin, là, puis vous en avez eu une bordée aussi, hein? Ben non, on l'a eu, nous autres aussi, là. Hier, tout était fermé. Oui, oui. Tout était, même l'Université Laval a fermé en matinée, là. C'est rare que l'université ferme, mais Jean me disait qu'ici aussi, l'université a fermé. Mm. Mm. Quelques personnes qui arrivent ici, puis on va les prendre en cours de route. OK. OK. Bonjour, mon nom est Jean Poirier, directeur adjoint du CIQSS, Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. D'abord, veuillez nous excuser pour ce retard. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux participants à la fois en salle ici dans nos locaux de l'Université de Montréal et également les gens qui sont en ligne qui vont assister par le biais du webinaire. Donc, on va prendre les questions à la fin de l'exposé. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie Aymon, qui détient un baccalauréat en actuariat à l'Université Laval, une maîtrise en démographie à l'Université de Montréal.
Elle a travaillé comme conseillère et analyste pour l'Institut canadien d'information sur la santé, ainsi que comme coordonnatrice scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Elle est présentement chef d'unité scientifique en surveillance des maladies chroniques et des traumatismes et adjointe au soutien au développement méthodologique et à l'assurance qualité du Bureau d'information et d'études en santé des populations de l'INSPQ. Donc, Mme Mémon a notamment contribué à mettre en place le système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. Et donc, elle a eu la gentillesse d'accepter notre invitation à venir nous présenter ce système. Donc, sans plus tarder, Valérie. Merci beaucoup. Merci, Jean, et merci pour cette belle invitation. Ça me fait plaisir d'être ici ce midi avec vous pour discuter du système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, qu'on appelle le SISMAC dans notre jargon. Et je vais essayer de vous présenter tout ce qui touche le système, c'est les concepts, la méthodologie derrière ça, ainsi que ce qu'on développe à partir du SISMAC dans notre planification et dans le cadre de notre surveillance des maladies chroniques au Québec. Alors, le plan de ma présentation, c'est de vous parler déjà du développement et de la mise en œuvre de la surveillance des maladies chroniques au Québec. Il y a un petit historique derrière ça. De vous parler ensuite du processus de développement des définitions de cas et des indicateurs de surveillance. Je vais prendre une petite pause pendant qu'il y a quelques personnes qui arrivent. Je commence la présentation, alors il n'y a pas de problème. Oui. Oui. On vient de me demander si la présentation elle est disponible. Oui, on va la rendre disponible en format PDF après la présentation. Donc, si je reprends le plan de ma présentation, c'est de vous parler du développement et de la mise en œuvre de la surveillance des maladies chroniques au Québec, le processus de développement des définitions de cas et des indicateurs de surveillance qu'on fait à partir du SISMAC. Je vais aussi m'arrêter sur la qualité des données du SISMAC parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. On se fait souvent poser des questions sur la qualité de ces données administratives-là. Alors, on a essayé de se développer des outils pour répondre aux questions qu'on avait. Plus on utilise la banque, plus on se pose des questions sur sa qualité et plus on la connaît, bien mieux on est capable d'interpréter les résultats qui en sortent. Et ensuite, je vais vous donner quelques exemples d'analyse et de résultats. Puis, je vais conclure en vous donnant une perspective d'avenir de ce qui s'en vient pour nous en surveillance des maladies chroniques. Donc, si je commence, pour bien camper la surveillance, on est dans un contexte où on a à l'INSPQ, à l'Institut national de santé publique du Québec, un mandat qui nous est confié selon la loi de santé publique, qui nous est confié par le ministère de la Santé publique, de la Santé et des Services sociaux, de développer la surveillance des maladies chroniques. On a tout le volet, on a un bon volet surveillance en général, mais moi, je vous parle spécifiquement de celui des maladies chroniques. Et notre planification, notre développement s'inscrit dans un volet du plan qui s'appelait à l'époque le plan ministériel de surveillance multithématique pour la surveillance des maladies chroniques. Et ce plan-là est en train de devenir un plan national de surveillance qui comprend et le plan commun de surveillance pour ceux qui connaissent un petit peu ces informations-là et les plans thématiques qui étaient plus détaillés sur certaines thématiques. Tout ça devient un plan commun, un plan national de surveillance. Donc, pour le petit historique du développement, en 2000, on a commencé par faire une étude de faisabilité pour développer la surveillance du diabète. On a fait ça dans le mode d'un projet de recherche et c'était à partir des données administratives jumelées. On a donc fait cette étude de faisabilité-là qui nous a permis de conclure qu'il était possible et bien faisable de faire une surveillance actualisée du diabète à partir des données jumelées. Et ça nous a amené un peu plus loin à développer la surveillance d'autres maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires. Déjà à l'époque, au début des années 2000, on a élargi à d'autres maladies aussi. Puis on a pris la décision en 2007 de développer aussi une approche intégrée qui regardait l'ensemble de ces maladies chroniques-là. Et ça nous a permis justement de développer le volet maladies chroniques du plan de surveillance dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et on fonctionnait toujours pendant une dizaine d'années en mode de projet de recherche. Ça, c'est important dans l'aspect de l'accès aux données. Jusqu'en 2010, on fonctionnait en mode de projet de recherche. Et en 2010, après au moins 3 années de travail avec les contentieux du ministère de la Santé, de la RAMQ et nos avocats, on a pu avoir un avis favorable de la Commission d'accès à l'information qui permet à l'INSPQ
de recevoir les données jumelées sur une base annuelle aux fins de surveillance. Donc, le système intégré de surveillance des maladies chroniques est vraiment reconnu. L'accessibilité pour des fins de surveillance, mais la façon dont on voit ça, c'est que tout le développement méthodologique qu'on y fait partie de la surveillance. Le développement méthodologique est basé sur la finalité de la surveillance, donc développer des indicateurs qui vont éventuellement devenir récurrents et utiles à la surveillance. Donc, depuis 2000, donc maintenant après plus de 7 ans, on a une mise à jour annuelle des données. Et on a l'information depuis 1996 maintenant, puis la dernière année de données qu'on a, c'est 2014-2015. Et à chaque année, au printemps, on reçoit une mise à jour des données. Maintenant, je vais vous parler de la méthodologie. C'est ce qu'on a décidé de faire, c'est de regarder la possibilité de jumeler les données administratives, ce qui était assez novateur à l'époque. Et ce qu'on a comme information présentement, c'est en gros, c'est 5 fichiers de données. Il y a quelques petits fichiers là, rattachés à ça, mais on a 5 fichiers de données qui nous permettent de faire de la surveillance. Je vais passer à travers chacun. Le FIPA, c'est le fichier d'inscription des personnes assurées. Donc, à la RAMQ, il y a un fichier où les personnes assurées au Québec sont inscrites et ça nous permet d'avoir des informations sur l'âge, le sexe. On a jusqu'au code postal de la personne aussi pour aller assez finement dans nos indicateurs, dans notre découpage géographique. On a le fichier des services médicaux. Alors, tous les paiements à l'acte, la rémunération à l'acte des médecins est incluse dans ce qu'on a. On a ensuite le fichier des services pharmaceutiques qui couvre à peu près 99% des personnes de 65 ans et plus. Il n'est pas indiqué comme tel, mais pour l'instant, dans notre fichier, c'est les personnes de 65 ans et plus au Québec qui y sont, alors que pour le reste, c'est l'ensemble de la population. On a fait une demande d'amendement ou d'avenant à notre entente pour essayer d'avoir l'ensemble des personnes inscrites à l'assurance publique là, du régime d'assurance médicaments. Et on est en attente de savoir si ça sera possible d'avoir ces informations-là. On a MEDECO, qui est le fichier des hospitalisations. Donc, toute personne qui est admise à l'hôpital a un enregistrement qui est collecté dans le fichier MEDECO et on a cette information-là, de même que le fichier des décès. On a identifié dans notre plan de surveillance des maladies sur lesquelles on priorise notre travail. Donc, le diabète, bien sûr, les maladies cardiovasculaires, comme je vous ai parlé. On fait aussi des travaux sur l'ostéoporose et l'ensemble des maladies ostéo-articulaires, notamment l'arthrite, le lupus éventuellement. On est en train de ça, c'est beaucoup en développement. Sur les troubles mentaux, on a déjà beaucoup avancé nos travaux sur les troubles mentaux. Tantôt, je vous donnerai un petit peu d'informations sur notre collection, là, nos feuillets qu'on a. Et si ça vous intéresse, il y a de l'information sur différentes maladies. Les maladies respiratoires, c'est principalement la maladie pulmonaire obstructive chronique et l'asthme aussi. L'Alzheimer et les maladies apparentées. Puis, on a une section aussi où on touche de façon, une approche intégrée, si on veut, de la surveillance, c'est-à-dire de regarder les personnes avec l'ensemble de leur maladie, soit en multimorbidité, en comorbidité, où on regarde aussi les complications. Là, on essaie de bien distinguer ces différents concepts-là. Et on regarde aussi la polypharmacie, c'est-à-dire la consommation de plusieurs médicaments chez les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Et de regarder, nos projets d'analyse visent surtout à regarder une bonne et une moins bonne polypharmacie. Et dans une perspective aussi de recherche sur l'éventuelle déprescription à un certain moment. Donc, ce qu'on regarde comme objet de surveillance, c'est bien sûr l'ampleur de la maladie avec des mesures d'incidence, de prévalence. On essaie de regarder aussi, d'étudier la mortalité et de faire des analyses de survie quand c'est le cas des personnes atteintes. C'est toujours là dans l'objectif des personnes atteintes de maladies chroniques, de regarder l'utilisation de services. Et ça, quand on a commencé, c'est assez novateur dans le sens où on a plusieurs fichiers, on est capable de faire des cohortes aussi, puis de regarder dans le temps, d'avoir des tendances dans le temps. Donc, de regarder chez les personnes atteintes d'une maladie, par exemple, de voir leur utilisation de services, comment ils consultent chez les médecins, aussi qu'est-ce qu'il y en est pour leur
hospitalisation, comment ça se compare aux personnes qui n'ont pas les maladies qu'on étudie aussi. C'est la même chose pour l'utilisation des services pharmaceutiques. Puis, bien sûr, dans notre approche populationnelle, on va essayer de mieux identifier les groupes à risque et de caractériser les populations atteintes des maladies qu'on étudie et aussi atteintes des complications ou des issues moins favorables là, qui arrivent. Et notre approche intégrée, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans les différents concepts de comorbidité, multimorbidité, polypharmacie. Ensuite, dans un troisième temps de notre modèle, là, je vous parle maintenant de l'interprétation des résultats qu'on en fait, du dépôt et de la diffusion de l'information, parce que bien sûr, on fait tout ça, mais on veut que ça soit utile à la prise de décision, puis afin de mieux aussi orienter les programmes de promotion, prévention et prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, à droite, je vous montre un petit peu des exemples de, c'est ça le visuel de nos feuillets, là. Ça, c'est les nouveaux visuels et ça, c'est l'ancien. Donc, vous voyez ici, on fait des travaux, par exemple, sur l'utilisation des médicaments antidiabétiques et cardioprotecteurs chez les personnes âgées atteintes de maladies de diabète. Et on va regarder aussi des mesures plus générales. Là, dès qu'on est capable de sortir un nouvel indicateur, par exemple d'une prévalence, d'incidence ou de mortalité, on va essayer de faire un feuillet ou de sortir l'information pour que ça soit bien connu. Et on dépose aussi tous les indicateurs au niveau géographique le plus fin dans le portail de santé publique qui s'appelle l'Infocentre de santé publique, qui est utile et ouvert au réseau de la santé et notamment aux acteurs de surveillance au niveau régional qui sont des relayeurs de l'information à des niveaux plus fins lorsque c'est possible. On essaie de mettre à l'infocentre le niveau géographique le plus fin possible, là, mais il y a toujours des contraintes là, de petits nombres d'abord dans notre méthodologie de petits nombres et aussi de confidentialité auxquelles on doit tenir compte, dont on doit tenir compte. Donc, je pense que ce qu'on peut voir avec le Sysmax, c'est une approche qui était novatrice. Je pense qu'elle l'est encore et toujours parce que les données jumelées sont vraiment présentes de plus en plus au cœur des discussions, des échanges. Au Québec, j'entends beaucoup, là, c'est assez effervescent, l'idée d'accès aux données, aussi l'idée d'accès aux données jumelées. On n'est pas nécessairement dans le big data non plus, là, mais on est quand même dans une approche qui est assez novatrice pour l'analyse et le développement méthodologique et scientifique derrière ça. On est capable de former des cohortes populationnelles, d'effectuer des analyses de tendance, de faire les liens entre la maladie et l'utilisation des services, des soins, etc., d'identifier et caractériser les groupes à risque, comme je l'ai dit. Donc, ça devient quelque chose qui surtout là au début des années 2000, venait modifier quand même le visage des indicateurs de surveillance à l'époque qui étaient tirés par exemple, des fichiers médicaux, mais isolés du reste des autres fichiers. Maintenant qu'on peut rajouter l'information qui vient de la RAMQ notamment et de jumeler ça aussi avec le fichier des décès, mais on a une information plus riche et probablement plus développée pour de meilleures prises de décision. Maintenant, je vous parle d'un peu des enjeux. Pour ce qui est des enjeux scientifiques et méthodologiques, j'ai beaucoup de diapos par la suite qui vont en parler, mais je pense que vous pouvez comprendre que du point de vue conceptuel, du point de vue développement des algorithmes pour bien identifier les cas, des limites de ces données-là, c'est une utilisation secondaire quand même des données administratives. Les données de la RAMQ sont collectées pour rembourser les médecins, ne sont pas collectées pour faire le genre de travail qu'on fait en surveillance et en recherche. Donc, pour nous, c'est très important de valider l'information qu'on a et de bien cerner quelles sont les limites des données. Et on s'est notamment donné un cadre de qualité, donné un outil, là, un cadre de qualité de données qui va être publié dans les prochains mois, puis qui va être donc diffusé là, et accessible là, pour montrer un petit peu où nous, on en est rendu dans notre réflexion sur les limites de données, les qualités des données, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qui peut être utile là, aux autres utilisateurs de l'information pour bien sûr aider à l'interprétation. Alors ça, j'y reviendrai, mais on a aussi des défis et des enjeux du point de vue technologique. Ce sont des grosses banques de données, des gros volumes.
Medeco, juste comme tel, par année, c'est à peu près 1 million d'enregistrements, si je ne me trompe pas, mais dans le cas des informations de la RAMQ, on est dans le milliard d'enregistrements. Donc, il fallait nous prouver à l'INSPQ, et il faut encore le faire, qu'on est capable de, technologiquement, notamment, soutenir, avoir cette information-là et être capable, du point de vue technologique, de s'assurer aussi que nos analystes sont capables de bien l'analyser, qu'ils ont tous les outils pour le faire aussi et que ça performe bien aussi de ce point de vue-là. Et on avait aussi des enjeux liés à l'accès aux données. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué, c'est pour des finalités de surveillance. Et les personnes qui ont accès au Sysmax, c'est des personnes qui font partie de mon équipe, donc qui est dédiée à la surveillance des maladies chroniques. Et il faut faire ça aussi. On a des contraintes physiques, administratives et technologiques. Donc, les contraintes physiques, c'est qu'il faut que ça soit dans nos locaux à Québec, à l'INSPQ à Québec. Et on a des mesures de sécurité là, encore plus grandes que pour l'ensemble de l'INSPQ ou pour l'ensemble des bureaux là, que nous avons. Et pour répondre à toutes ces exigences-là, qui étaient exigées et par la CAI et par la RAMQ quand on a fait l'entente de communication, on a développé un cadre de sécurité de données avec des procédures, des processus. Dès qu'on a un manquement, on le documente, on le partage on le communique avec nos partenaires puis on est reconnu aussi comme étant assez exemplaire dans notre façon de faire justement à ce sujet-là. Ce qui fait que maintenant, on a fait nos preuves à l'INSPQ qu'on est capable de recevoir ce genre de données-là, de les maintenir et de pouvoir les utiliser là, pour les fins pour lesquelles on les a reçues. Donc, dans notre équipe, pour vous donner un petit peu une idée de qui travaille à ces dossiers-là, j'ai des responsables de la surveillance des différentes maladies qui sont chercheurs pour la plupart avec des doctorats ou des analystes qui ont des maîtrises, mais qui sont capables de faire beaucoup de développement méthodologique, conceptuel. Puis on travaille beaucoup avec des collaborateurs externes. Quand les collaborateurs externes ont accès aux données, on les inclut dans nos équipes et ils viennent travailler sur place avec nous et ils sont beaucoup soutenus par nos statisticiens. Nos statisticiens sont assez chevronnés pour pouvoir faire les analyses et la programmation statistique derrière toute cette infrastructure-là. J'ai aussi avec moi une responsable des démarches administratives parce que tout ce qui est les contrôles, suivi d'entente, tout ça, ça prend vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et dès qu'on veut faire un changement à l'entente, bien, il faut penser, là, faire plusieurs démarches à ce sujet-là. Donc, c'est très énergivore et ça demande quand même des compétences particulières, là. Alors, on est soutenu par une personne qui fait ces activités-là. Et on est aussi très actif avec beaucoup d'étudiants, des stagiaires. On est un lieu de stage pour les résidents en santé, les médecins résidents en santé publique viennent faire leur stage de surveillance avec nous pour ceux de l'Université Laval. Et on a beaucoup d'étudiants à la maîtrise, au doctorat qui viennent travailler avec nous sur nos différents projets. Et on leur demande, bien sûr, un leg là, pour ce qui est de leurs travaux. Il faut toujours que leur objectif soit en lien avec le développement de la surveillance. Et ils font des articles avec leurs travaux, puis ils font aussi des feuillets, puis ils nous aident à faire le dépôt des données à l'infocentre aussi. Donc, on a du soutien, là, bien sûr, de l'infocentre, j'en parle depuis tout à l'heure, et aussi de l'équipe des technologies de l'information pour nous soutenir dans tous nos travaux. Maintenant, je vais simplement vous diriger un petit peu vers l'idée de voir comment on fait une définition de cas. Je vais peut-être vous mettre en tête là, un exemple sur comment on identifie une personne diabétique à partir de tous ces fichiers-là. Eh bien, on va commencer justement par faire une étude de faisabilité. Je l'avais fait pour le diabète, mais on le fait pour la plupart de nos maladies, c'est-à-dire qu'on va voir dans la recension des écrits. Maintenant, on a aussi un grand réseau pan-canadien parce que la plupart des provinces sont organisées aussi avec des données jumelées et ils font la surveillance des maladies chroniques à partir de leur système.
Dans le cas et on est tout regroupé dans un réseau pan-canadien de système canadien de surveillance des maladies chroniques qui est coordonné par l'Agence de santé publique du Canada. Donc, si on n'arrive pas, nous, à faire une étude de faisabilité ou une étude de validation, bien, on sait que les autres provinces le font, qui ont des systèmes qui ressemblent aux nôtres. Souvent, on va se fier à eux aussi, ou on va se fier au développement qu'ils ont fait méthodologique de développer une définition de cas et on va la tester sur avec nos données aussi. On va essayer de comparer auprès de données d'enquête, données dans d'autres juridictions. S'il y a des registres, par exemple, dans certains endroits, il peut y avoir un registre de personnes diabétiques ou de personnes où on va se fier à des cliniques là, qui ont de l'information aussi. Et on est toujours accompagné d'experts des différentes maladies, souvent des experts cliniques parce que dans notre équipe, on a moins cette expertise-là qui vont nous accompagner là, dans le choix de nos algorithmes, des codes qu'il faut utiliser pour bien identifier les cas. Et ça, c'est la partie étude de faisabilité. Puis après ça, vraiment, si on est capable de le faire, encore une fois, là, c'est pour ça que je dis parfois, on n'est pas capable parce que c'est très coûteux et énergivore où on n'a pas l'information d'une source de données pour faire les études de validation. On va se fier à ce qui se fait ailleurs. Puis si l'opportunité se présente, on va faire une vraie étude de validation où là, on a une mesure étalon, une source de données où on sait qu'il y a vraiment des cas de personnes atteintes de maladies qui sont dans cette source de données-là, puis on va vraiment comparer avec des mesures de sensibilité, spécificité et valeurs prédictives positives quand on le peut, pour avoir vraiment une bonne idée des cas qu'on identifie. Est-ce que ce sont vraiment des cas dans leurs dossiers médicaux ou et est-ce que les cas qu'on n'identifie pas aussi, est-ce qu'on a bien nos vrais positifs et on n'a pas trop de faux positifs et faux négatifs? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des données qui ne sont pas nécessairement collectées pour faire de la surveillance, notamment dans le fichier des paiements à l'acte. Le diagnostic n'est pas obligatoire et peut être indiqué là, parce qu'il y a une validation à faire pour ce diagnostic-là, parce que le médecin veut vérifier, par exemple, il demande au patient de faire une glycémie, mais il va indiquer diabète aussi. Alors, on essaie de vraiment avoir une mesure qui est assez la plus robuste possible pour identifier les cas. Je vous présente ici un exemple d'algorithme. On va identifier une personne diabétique à partir de nos fichiers si elle a un diagnostic de diabète inscrit au fichier des hospitalisations ou 2 diagnostics dans une période de 2 ans inscrits au fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. Fait que le 2 diagnostics en 2 ans, c'est un peu pour justement s'assurer que les personnes qu'on a sont vraiment diabétiques. Puis quand on compare ça avec, par exemple, un registre de personnes diabétiques, ça s'est fait dans d'autres provinces. On a fait une étude de validation aussi, nous, dans la région de Québec. Mais on arrive avec une très bonne sensibilité, une très bonne valeur prédictive positive, ce qui fait qu'on se dit que parmi les personnes qu'on identifie avec nos algorithmes, bien, on est pas mal certain que ces personnes-là ont vraiment un diabète. Parce qu'après ça, ça a des conséquences non pas seulement sur l'ampleur de la maladie qu'on regarde, mais si après ça, on développe des indicateurs d'utilisation de services de ces personnes-là, on veut s'assurer qu'on n'amène pas de bruit puis qu'on a vraiment une cohorte là, de personnes qui sont atteintes de la maladie. Et maintenant, justement, quand on développe d'autres mesures ou d'autres indicateurs, comme des indicateurs d'utilisation de services, de consommation de médicaments, de comorbidité, on fait à peu près la même méthode, c'est-à-dire qu'on regarde un peu ce qui se passe. Le CDC fait beaucoup de travaux aussi. On regarde ce qui se fait au Canada, on regarde ce qui se fait un petit peu ailleurs aussi. En Australie, ils sont assez avancés aussi avec l'utilisation des données administratives dans certains pays européens aussi. Puis on fait notre développement méthodologique et on documente tout ce qu'on fait aussi. On fait beaucoup de documentation. On a développé un dictionnaire de données. On documente nos algorithmes, nos définitions de cas. On documente aussi la qualité de nos données. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai ouvert la porte et je vais vous en parler un petit peu plus en détail ici. Notre cadre de qualité des données du SISMAC, on a développé ça selon différentes caractéristiques ou composantes. On s'intéresse à la pertinence, la cohérence, l'objectivité et l'utilisabilité. C'est un néologisme qu'on a
ou en tout cas un nouveau mot qu'on a utilisé. Vous avez un petit peu les caractéristiques de chacune de ces caractéristiques-là. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'après, il sera justement mis en ligne, là, il va être sous presse dans les prochains mois. Donc, sans aller trop dans les détails de chacun, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt pris différents exemples pour vous montrer un petit peu la réflexion qu'on fait derrière la qualité des données qu'on a. Par exemple, la qualité du jumelage. Donc, les données sont jumelées à la RAMQ à partir d'un identifiant unique, à partir du numéro d'assurance maladie dans la plupart des cas. Avec le fichier des décès, on ajoute un jumelage qui est plus probabilistique, là, qui est moins... parce qu'au début des années, on commence nos données en 1996 et le NAM n'était pas présent partout. Donc, pour les premières années de données, là, on a demandé de jumeler aussi avec le nom, prénom, date de naissance de la personne, ce qui fait qu'on arrive à faire un jumelage où les décès vont jumeler à 97%. Il reste certains cas, puis si on sait que c'est des cas de traumatisme, surtout là où il y a eu des enquêtes du coroner, où c'est des décès hors Québec un petit peu plus. Et on sait que c'est ces décès-là qui jumellent un petit peu moins bien. Le fichier des décès, bien sûr, nous permet d'avoir l'information sur la cause de décès, là où et les causes de décès, mais on a déjà dans le fichier d'inscription des personnes assurées la date de décès. Donc, ça aussi, on a fait la concordance là, et au mois près, on arrive à des bons résultats de concordance. Et le fichier des hospitalisations, comme il est dans l'entrepôt de données de la RAMQ et que la RAMQ a vraiment fait un effort pour arrimer les numéros d'assurance maladie, mais ça jumelle très bien, là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Puis le reste des données, c'est des données de la RAMQ qui sont dans leur environnement. Donc, ils se jumellent plus facilement. Maintenant, j'ai pensé vous parler du fait que là, on est dans une cohorte populationnelle. Alors, j'ai pensé vous donner l'exemple de ce qu'on a fait pour regarder quelle était la population à laquelle on fait référence ici. Parce qu'on utilise beaucoup le fichier d'inscription des personnes assurées comme population de référence. Et je me suis dit, comme je vais être entourée de démographes aujourd'hui, je vais leur un petit peu parler de la population et les efforts qu'on a faits pour voir si la population qu'on trouve au fichier d'inscription des personnes assurées ressemble à celle qu'on retrouve avec les données du recensement et les estimations démographiques là, avec lesquelles on peut les comparer à chaque année. Donc, on a de l'information sur l'assurabilité de la personne et l'historique de leur carte de l'assurance maladie. Ce qui fait que on regardait, nous, ce qui nous intéressait, ce qu'on s'est dit, notre population qui nous intéresse, c'est les personnes qui sont assurées à l'assurance maladie et qui sont actifs dans le système d'assurance maladie. Mais si on regarde... ça, c'est la courbe d'estimée de population. Si on regarde, je vais prendre la souris ici. Le registre des personnes assurées chez les jeunes adultes, on sous-estimait parce que les critères qu'on demandait, c'est que la personne soit non seulement qui ait des critères d'assurabilité à l'assurance maladie, mais aussi éligible, c'est-à-dire que la personne ait une carte active. Et on s'est rendu compte que pour les jeunes, notamment les jeunes hommes, mais les jeunes femmes aussi, c'était pas toujours le cas. Souvent, c'est des périodes où les jeunes ne renouvellent pas nécessairement leur carte d'assurance maladie. Alors que pour le reste de la population, on voit bien là, que la courbe est vraiment là, pile sur... les deux courbes se ressemblent carrément. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le critère d'éligibilité, c'est-à-dire le critère où il faut que la personne ait une carte éligible qu'elle renouvelle là, à certains moments, et que c'est simplement donc les personnes qui ont un critère d'assurabilité. Et quand on voit là, ce que ça donne comme solution, c'est-à-dire que là, on a vraiment une courbe qui ressemble c'est assez impressionnant là, à ce qu'on retrouve dans les estimations démographiques. Donc, nous, on se dit qu'on peut vraiment se fier à cette information-là pour dire que notre population
de base là, et l'ensemble de la population du Québec, à quelques exceptions près, là, chez les personnes aussi ici d'autour de 45 ans. Les services médicaux rémunérés à l'acte, c'est une source de données qu'on connaît peu, qu'on utilise peu, hein, mais en tout cas de plus en plus au Québec pour faire de la recherche et de la surveillance dans le domaine de la santé. Et comme je l'ai dit tantôt, là, on est rendu à 1 milliard d'actes médicaux en 17 ans avec nos données. L'information qu'on utilise le plus, ce sont les codes d'actes, de diagnostic, de spécialité du médecin, parce qu'on veut aussi stratifier l'information selon que la personne a vu un médecin généraliste ou un spécialiste. Et ben, la principale limite, effectivement, c'est que l'information est restreinte au paiement à l'acte. Donc, on le sait de plus en plus, on entend parler que les médecins vont être rémunérés à salaire et on se préoccupe de ça beaucoup, à savoir est-ce que ça va avoir un impact sur nos données. Donc, on essaie de suivre dans le temps par des données qu'on trouve à la RAMQ, le pourcentage de médecins qui sont toujours à l'acte et on regarde là, différents graphiques, combien d'actes par année ont été effectués. On essaie de le regarder par spécialité aussi pour voir si ça peut affecter les données qu'on regarde. On sait aussi, peut-être je vais faire une parenthèse, on sait que présentement, il y a un nouveau système de facturation pour les médecins qui est électronique, alors que jusqu'à l'an dernier, les médecins pouvaient encore facturer, vous savez, le petit bordereau là, qu'on voit encore chez certains médecins, mais là, c'est fini, là, tout est électronique. Et ce qu'on a vu, c'est que pour entrer le diagnostic dans le système de facturation électronique, il fallait aller dans une seconde fenêtre. Fait qu'on se dit que probablement que les médecins iront pas nécessairement cliquer dans l'autre fenêtre pour aller inscrire leur diagnostic. Alors là, on est là-dedans, c'est sûr, parce que nous, ça peut affecter énormément nos chiffres. Alors, on est constamment en communication avec la RAMQ. Les données commencent à rentrer pour voir comment ça peut affecter. Puis, si ça affecte, bien, est-ce qu'on peut sensibiliser les médecins puis les firmes aussi de facturation à bien rentrer le code parce que pour voir que c'est utile et utilisé. Puis je pense que ce que j'entends aussi dans le domaine de la recherche, un peu comme ici, c'est que ces données-là, c'est souhaitable de les utiliser aussi. C'est quand même des mines d'or d'informations pour du suivi populationnel. Donc, si on est capable d'aller influencer un petit peu là, la façon dont c'est codé, ça nous aiderait grandement. Alors, on est bien à l'affût de tout ça, puis on essaie de voir comment on peut influencer, si on veut. Je serais rendue à une dernière, ça va dans le temps, hein, à une dernière étape où je voulais vous présenter quelques exemples d'analyse, maintenant que je vous ai parlé de la qualité des données à laquelle on se préoccupe. J'ai pensé vous parler de la surveillance des fractures. C'est une nouvelle, ce sont des nouvelles données qu'on a, là, des travaux qu'on fait avec ma collègue Sonia Jean, qui est épidémiologiste, puis qui a fait son doctorat sur la surveillance de l'ostéoporose, le développement de la surveillance de l'ostéoporose. Puis dans le cadre de ces travaux, bien sûr, en regardant l'ostéoporose, on s'intéresse aux fractures sur les sites particulièrement là, reliés à l'ostéoporose. Puis aussi, un petit peu parce que c'est différent de ce que je vous ai présenté tantôt sur le diabète, c'est que dans le cas des fractures, c'est un événement. Donc, on regarde les actes, on ne regarde pas les diagnostics. Et c'est une autre façon d'aller identifier les cas. Donc, ça, c'est la définition de cas qu'elle utilise pour identifier les nouveaux cas de fracture, les cas incidents de fracture. Elle a sorti les codes d'actes qui sont associés à des réductions, là, puis à des immobilisations, où il y a d'autres critères aussi qui permettent d'identifier un cas de fracture. Si on a une visite chez un orthopédiste, puis ensuite au moins une autre visite pour fracture, pour bien identifier aussi, distinguer ces cas incidents de ces cas prévalents d'une récidive ou d'un suivi chez le médecin. Il faut penser à tout ça. Puis Sonia, elle a publié dans c'est Osteoporosis International, je crois. Elle a été capable de publier son algorithme, alors on est bien fiers de ça, là. Puis elle l'a aussi validé, donc c'est un bel exemple d'une étude de validation qu'elle a faite avec une cohorte de personnes qui ont été sélectionnées là, dans des centres de suivi là, pour les fractures.
Et on voit ici là, les mesures qui nous intéressent beaucoup, la valeur prédictive positive, donc c'est la probabilité que l'algorithme identifie les cas si la personne a vraiment une fracture, puis aussi la sensibilité. La sensibilité est à 70%, là, donc il faut garder ça en tête hein, quand on regarde les chiffres, mais quand même, on a une bonne valeur prédictive positive. Et entre ces cas identifiés dans le projet de recherche, là, chez les personnes qui avaient vraiment une fracture et les algorithmes qu'elle a utilisés, c'est quand même concordant. Là, les sites de fracture sont concordants à 95%. Puis elle a regardé aussi d'autres éléments là, sur la date de fracture et la chirurgie. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les données administratives, on est quand même assez proche là, de la réalité qu'on a pu voir avec des données cliniques là, qui ont été colligées. Puis, vous voyez par contre une petite note qui dit que les fractures vertébrales ont été exclues parce qu'il y a une faible sensibilité. Sonia pourrait vous expliquer un petit peu mieux que moi pourquoi, là, mais il semble que le test soit moins, la définition de quoi soit moins sensible là, pour ce genre de fracture-là. Puis, on peut faire des analyses après ça, regarder le nombre de fractures chez les individus de 50 ans et plus, par exemple. Simplement en regardant le nombre, là, on voit bien, on est chez les personnes de 50 ans et plus, fait qu'on peut penser, si on s'intéresse aussi à la population vieillissante, là, quel sera le fardeau des fractures au Québec dans les prochaines années, mais on pourrait faire des projections avec cette information-là. Puis on peut le regarder aussi par site, où on voit bien que certains sites sont plus... l'augmentation est plus importante que d'autres. La hanche, par exemple, c'est assez flagrant et c'est des nombres, là, donc c'est pas ajusté pour l'âge. Fait qu'on voit bien que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées dans la population peut faire en sorte que ce genre d'information-là là, peut nous être utile pour la planification dans le système de santé. Je vous parle maintenant un petit peu, un autre exemple, sur le diabète et la défavorisation. On a fait des travaux en assignant, on est capable, pardon, je recommence. On est capable d'assigner l'indice de défavorisation. J'ai pris pour acquis que vous saviez un petit peu ce qu'était l'indice de défavorisation, mais en gros, c'est un proxy que nous, on peut assigner dans nos données à partir du code postal, un proxy de la situation socio-économique des personnes à l'aide de données qui sont issues du recensement. Il y a deux composantes, matériel, social. La matérielle est basée sur la scolarité et le revenu. Et je l'oublie. L'éducation. Oui, probablement. Et la sociale, c'est le fait de vivre seul ou être séparé, veuf ou divorcé, puis famille monoparentale. Voilà. Alors, c'était simplement pour vous montrer là, qu'on peut aussi se faire ce genre d'études-là quand on regarde les groupes à risque, quand on s'intéresse à la perspective populationnelle, d'essayer de mieux cibler aussi les populations en santé publique, là, en promotion, prévention et prise en charge. L'incidence du diabète semble vraiment reliée à la défavorisation dans les deux cas, quand même. Et selon le quintile, c'est toujours divisé en quintile, donc il y a 20% de la population dans chaque groupe. Mais quand même, si on est capable de voir, voyons, bon, ça c'est vraiment juste le taux d'incidence du diabète. Et si après ça, on le met en ratio, qu'est-ce que ça nous dit dans le temps? C'est que la défavorisation matérielle, par exemple, on est passé à un ratio de 1,4. Donc, le ratio, c'est qu'on divise les personnes les plus défavorisées sur les personnes les plus défavorisées. Les personnes les plus défavorisées, en 2000-2001, avaient 40% de plus de risque de développer un diabète, alors que là, on est monté à 63% en 2014-2015. Ça veut juste dire que les inégalités s'accentuent avec le temps en lien avec la défavorisation matérielle. Puis la défavorisation sociale, ça ne semble pas affecter là, dans le temps, là, les tendances dans le temps. Fait que c'était pour vous montrer un petit peu quel genre d'analyse on peut faire avec nos données. Ici, on le regarde par groupe d'âge. Ça affecte plus les personnes adultes que les jeunes et les personnes âgées.
Et puis là, ici, je vous ai mis quelque chose d'un peu différent, là, avec le taux d'incidence des fractures qu'on a regardé tout à l'heure. Vous voyez que dans ce cas-là, c'est la défavorisation sociale qui semble plus être en lien avec le risque d'avoir une fracture. J'avais un dernier exemple. C'est pour parler un petit peu de, souvent, de voir un petit peu jusqu'à quel point on va maintenant avec la surveillance. On est beaucoup dans une approche populationnelle. Et en Montérégie, il y a eu un projet qui a été développé à partir de, qui est vraiment la base du projet, c'est l'utilisation des données administratives pour soutenir le projet COMPA, qui est le collectif pour des meilleures pratiques et l'amélioration des soins et services. Alors, le projet COMPA, c'est des ateliers, dans le fond, qui se font avec les intervenants de première ligne, les médecins, les infirmières, etc. Ça se fait vraiment dans des lieux géographiques là, restreints, là, les gens se réunissent ensemble. Il y a eu déjà des ateliers là, dernièrement qui ont eu lieu en Abitibi. Les intervenants de première ligne se réunissent ensemble, regardent les données, pas juste nos données à nous, là, mais nous, on participe à ça, regardent les données de leur population, puis essaient de se faire un plan d'action basé là-dessus pour améliorer les pratiques en soins de première ligne. Donc, on est content d'être associé à ça parce que c'est un peu une première aussi pour une équipe de surveillance comme la nôtre. Je pense que ça peut se faire dans au niveau régional ou sous-régional, mais à notre niveau, pour soutenir l'ensemble des régions du Québec, c'est un peu une première. Puis on a quand même, là, je vous donne l'exemple de la MPOC. On a déjà fait MPOC puis diabète, de tous les indicateurs qui peuvent être utiles pour cette pratique réflexive-là. Et comment on peut nous aider ou contribuer à la réflexion qui est faite et éventuellement, si on peut fournir par la suite de la mise à jour des données à ces intervenants-là qui ont fait un plan d'action pour pouvoir l'évaluer, bien, ça fait partie aussi de la démarche là, de ce projet-là. Alors, c'était simplement pour vous montrer, je ne les listerai pas tous, là. Puis on documente, là, on essaie de limiter un petit peu pour pas trop alourdir, là, mais quand même pour que les intervenants comprennent un petit peu qu'est-ce que c'est que ces données-là, d'où elles viennent. Puis souvent, ils vont les comparer avec des données qu'ils ont, eux, plus locales, là. Puis avec d'autres informations. Par contre, là, nous, on est capable de fournir de l'information sur la MPOC, mais pour ces ateliers-là, où il y a aussi de l'information sur le tabagisme et d'autres facteurs de risque, là. Mais c'est notre contribution. Puis ça, c'est un exemple de fiche indicateur là, qui leur est, dans les deux cas, qui leur est proposé. Alors, je vais simplement conclure pour montrer que nous, on croit beaucoup à notre banque de données, puis on trouve qu'elle permet vraiment d'assurer une surveillance adéquate là, des maladies chroniques au Québec. Il n'y a pas seulement ça, il y a d'autres informations aussi, mais nous, on s'est spécialisé dans cette source de données-là. Le CISMAC est quand même évolutif. C'est ça, présentement, on est en attente d'une réponse là, de la Commission d'accès à l'information pour ajouter différentes variables, ajouter des sources de données, réduire les critères de sélection qui nous permettaient, qui faisaient qu'on avait l'information simplement pour les personnes atteintes de maladies, pour pouvoir mieux comparer avec le reste de la population, réduire les critères de sélection, par exemple, en services pharmaceutiques. Puis éventuellement, ce qui est souhaité, puis c'est ça sur quoi je travaille aussi beaucoup, c'est pour élargir à d'autres thématiques de surveillance parce qu'on croit qu'on peut faire, on est en train de faire des travaux là, pour regarder si on peut faire la surveillance des maladies infectieuses aussi à partir de ça, santé au travail, santé environnementale. Il y a plusieurs projets qui sont dans l'air, là, puis qui touchent l'ensemble des thématiques de surveillance qui sont possibles. Puis, santé maternelle et infantile aussi, on pourrait jumeler avec le fichier des naissances, morti-naissance. Il y a d'autres éléments qui pourraient être ajoutés à cette information-là. Et comme j'ai juste mis un dernier picot pour l'ouverture à la collaboration, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on est un lieu de stage, on est aussi un lieu où on peut accueillir des collaborateurs pour travailler avec nous sur différentes thématiques, en autant que ce soit pour des finalités de surveillance et sur les objets là, sur lesquels on travaille. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Très intéressant. Donc, on va pouvoir passer à une période de questions. Les participants à l'extérieur peuvent écrire leurs questions. Là, il y a une petite icône sur la plateforme qu'on utilise qui permet de le faire. Et Philippe va pouvoir les lire ici. Je rappelle aux participants ici que pour poser la question, il faut attendre que je vous passe le micro pour que les participants de l'extérieur puissent bénéficier de vos questions. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Oui. Oh. C'est un commentaire général, si on peut. Votre présentation est très claire, donc j'ai vraiment pas de questions. Mais ça fait plus de 25 ans que je fais de la surveillance et pour moi, c'est vraiment un outil propice pour actualiser l'approche populationnelle dans la planification et l'organisation des services. C'est vraiment une petite mine d'or pour nous. Là. Je l'utilise, ça fait 2 ans maintenant, là, depuis la fusion, et tous mes directeurs, les gestionnaires et les professionnels adorent ça, cette approche-là. Fait que je tenais rien qu'à vous témoigner ma satisfaction par rapport à ce que vous avez créé. Merci beaucoup. Moi aussi, je veux saluer cette initiative-là. Je trouve ça très, très intéressant. Ça fait des années qu'on parle de toute cette information-là qui est perdue. Les médecins, les notes se perdent un peu partout. Vous avez dit à un moment donné qu'il fallait cliquer pour aller sur une deuxième page. Est-ce que vous nous avez donné, peut-être j'ai manqué, des espèces de taux de... Enfin, est-ce que c'est populaire? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les médecins répondent favorablement? Est-ce que ça varie aussi selon les maladies, selon que c'est chronique, selon... Vous avez parlé tout à l'heure de maladies infectieuses. Je pense que ça serait très intéressant aussi de développer cet aspect-là. Et donc, enfin, c'est encore une fois bravo, puis je serais curieux d'en apprendre un peu plus. Merci beaucoup. Je peux peut-être donner des précisions pour les maladies infectieuses. Je vais commencer par votre dernier point, ce qu'on est en train de faire, parce que c'est ça, il faut voir que la finalité pour les maladies chroniques a été inscrite dans une entente, puis c'est pour ces éléments-là qu'on peut faire la surveillance. Mais ce qu'on a, où on a ouvert la porte, c'est que pour les maladies infectieuses, c'est qu'on a commencé à regarder la consommation d'antibiotiques chez les personnes, chez personnes de 65 ans et plus atteintes de maladies chroniques. Puis ça fait partie d'un enjeu prioritaire à l'INSPQ qui concerne la surveillance, la résistance aux antibiotiques. Il fallait d'abord faire un portrait de la consommation des antibiotiques. Fait qu'on a un peu ouvert la porte dans ce sens-là pour regarder les maladies infectieuses. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on sait, on connaît le potentiel là, de cette information-là. Puis si on sait que si on le jumelle aux maladies à déclaration obligatoire, etc., qu'on aurait davantage d'informations, puis que c'est sûrement faisable parce que les autres provinces le font aussi. Là. Fait que ça, c'est un peu notre priorité là, d'essayer d'ouvrir le CISMAC pour qu'il s'appellera plus CISMAC d'ailleurs, parce que ça sera plus seulement les maladies chroniques. Là. Puis c'est bien souhaité aussi là, de la part. Faut voir qu'on a notre mandat, il vient du ministère de la Santé publique, du ministère de la Santé aussi. Donc il faut le travailler avec eux aussi là, pour s'assurer qu'on puisse, qu'on ait que ça soit dédouané pour qu'on puisse le faire. Mais on le sait là, que ça serait vraiment faisable et possible et riche aussi comme information qui en serait tirée. Votre autre question ou commentaire concernait le diagnostic. Là. Je ne vous ai pas montré de chiffres là-dessus parce que ce que la RAMQ a été en mesure de nous fournir autour du temps des fêtes, c'était vraiment quelque chose de préliminaire parce que ils n'ont pas encore beaucoup collecté, ils n'ont pas reçu tant que ça de demandes de remboursement à partir du nouveau système. Fait que là, on s'est dit qu'on allait attendre au printemps avant de voir l'impact que ça avait. Puis la façon dont on le demande, c'est qu'on le demande par spécialité aussi de médecin parce que c'est comme ça que c'est le plus facile de le faire pour la RAMQ aussi. Puis c'est ce qui va nous permettre de nous guider un petit peu sur les mesures qui pourraient être le plus affectées. Par exemple, si les psychiatres, on voit que les diagnostics sont moins là, bien, on va se dire tous nos indicateurs en santé mentale là, vont devoir voir comment on peut ajuster là, les mesures qu'on a. Si c'est des endocrinologues ou des cardiologues,
Puis on va peut-être mieux cibler aussi où il faut travailler là, pour s'assurer qu'on ne perde pas d'informations. Parce que dans le fond, c'est un nouveau système, c'est électronique. On aurait pensé que ça serait plus avantageux. C'est sûrement plus avantageux pour les médecins puis les firmes de facturation, là, mais pour les travaux qu'on fait, il faut que ça reste. Faut que ça soit riche, faut que ça soit riche aussi. Il ne faut pas que ça nous brime non plus, là, qu'on perde l'information. J'aurais peut-être une petite question. Le CISMAC est actuellement disponible via l'infocentre auquel on doit avoir un accès. Oui. Est-ce qu'éventuellement, vous pensez qu'on pourra l'ouvrir à la population? Oui. Bien, en fait, votre question, ce qui est disponible via l'infocentre, ce sont les mesures, là, les indicateurs. C'est pour ça aussi qu'on fait un effort de faire des feuillets, là, de publier. Puis dans nos feuillets, on essaie souvent de mettre l'information au moins au niveau régional. Il y a de l'information qui va être diffusée grand public aussi de plus en plus via un outil qui s'appelle Santéscope. Et je sais qu'il y a des pourparlers éventuellement pour que l'infocentre soit plus ouvert aussi, là. Donc, c'est aussi dans l'air, parce que vous avez raison de dire que pour avoir de l'information à un niveau quand même raffiné, là, au niveau géographique, c'est vraiment pour les personnes qui ont du réseau de la santé qui ont leurs accès à l'infocentre, là. Mais c'est comme ça présentement, là. Deux petites questions concernant, la première, ça concerne les diagnostics dans le fichier de services rémunérés à l'acte. Je voulais savoir, même avec l'ancien système, puisque le diagnostic n'est pas obligatoire, je voulais savoir c'était quoi la couverture. Peut-être que pour les maladies chroniques, la couverture est meilleure, parce qu'on sait que dans d'autres cas, c'est pas tout à fait bon. Puis la deuxième petite question que j'avais, c'était concernant les services qui sont donnés hors RAMQ. Est-ce qu'on a une idée des services privés, en fait? C'est-à-dire des services donc, les gens qui vont en clinique privée, on ne les retrouve pas dans les services rémunérés à l'acte, et ça peut être des gens qui peuvent avoir une maladie chronique. Donc, qu'est-ce qui nous échapperait, en fait, qui serait parti au privé? Oui. Donc, la première question, c'est concernant, est-ce qu'on a une idée, par exemple, du pourcentage de diagnostics qui est inscrit ou qui n'est pas inscrit dans les enregistrements? Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je le sais qu'on les a regardés. C'est assez bon quand même. C'est mieux ce qu'on pense, là, mais on les a regardés par spécialité. Puis c'est sûr que pour la plupart des spécialités qui nous intéressent, les diagnostics sont inscrits là, à 80 ou 90%, si je ne me trompe pas. Mais par exemple, pour les radiologistes, c'est pas inscrit, mais c'est correct aussi parce qu'on les retrouve autrement. Le radiologiste n'a pas c'est pas lui qui pose le diagnostic, si je me trompe pas, ou en tout cas. Mais dans les spécialités qui nous concernaient, on était quand même assez à l'aise avec ce qu'il y avait. Puis pour les omnipraticiens aussi, c'est un peu plus bas, mais ça nous confortait. Puis ce qui nous conforte aussi dans notre approche, c'est que quand on fait nos études de validation puis qu'on compare avec une mesure étalon, bien, nos nouveaux cas puis nos nombres de cas sont quand même, la prévalence du diabète, par exemple, là, est souvent autour de ce qu'on retrouve dans les enquêtes ou même un peu plus élevé. Donc, on se dit qu'on est quand même, on les retrouve quand même, les personnes. Fait que ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de valider puis de continuer à valider aussi l'information dans le temps, là, voir si on valide en 2000, avec des données de 2000, 2005, bien, en 2015, 2020, ça se peut que la situation ait changé aussi. Mais ça, je pense que dans notre cadre de qualité, on a l'information sur la complétude du diagnostic. Donc, quand ça va sortir, ça va... les chiffres, là, c'est ça, je ne les ai pas en tête, je vous ai donné un ordre de grandeur, mais on l'a documenté là-dedans. Puis, on continue à le faire. Puis, la deuxième question, je ne me souviens pas, c'est quoi? Par rapport aux services privés. Oui, ça, c'est de plus en plus présent, hein, mais ça aussi, c'est dur. Il n'y a pas... c'est flou, hein? C'est assez mou ce qu'on a comme information.
c'est plus facile, puis même là, c'est quand même pas si évident de regarder les médecins à salaire versus ceux à l'acte. Là, ça, on est capable de regarder les tendances, mais les médecins à salaire, même si ça augmente, c'est pas nécessairement des médecins qui pratiquent non plus. C'est peut-être des médecins qui font de la recherche, etc. Mais pour ce qui est de la pratique privée, c'était encore marginal par rapport au volume qu'on a dans nos données il y a quelques années quand on s'est penché là-dessus. Mais ça aussi, il faut toujours être à l'affût parce qu'il y en a de plus en plus l'offre est de plus en plus grande, là, puis on les perd. C'est sûr qu'on se dit, s'ils sont hospitalisés, on va les trouver là. C'est un peu la même chose pour tout ce qu'on regarde chez les personnes âgées, on n'a pas l'hébergement en CHSLD, puis on perd aussi les médicaments à ce moment-là. Fait que il faut faire attention. Là, souvent, on a l'impression qu'il y a des choses qui diminuent, mais c'est une limite des données. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer est-ce qu'on pourrait compléter, par exemple, avec des données dans CHSLD qui pourraient être jumelées à notre information. Pour l'instant, c'est pas encore possible, mais on aimerait que ça le devienne. Puis, fait qu'il y a tout. Là, je réponds pas directement aux médecine privée, mais il y a d'autres éléments aussi qui sont dont il faut tenir compte. Je vais demander à Philippe s'il a reçu des questions de nos participants de l'extérieur. Oui, j'ai des questions en ligne. J'en ai deux. Premièrement, question de David Boisclair. Qui paie pour le jumelage des données fait à la RAMQ? Et sa deuxième question, c'est est-il possible d'avoir accès à vos algorithmes précis à des fins de recherche universitaire? Et si oui, comment? OK. Qui paie pour le jumelage à la RAMQ? Dans notre cas, c'est des ententes qu'on a avec le ministère de la Santé. On a un mandat avec eux, donc c'est convenu là, même entre le ministère et la RAMQ. Là, le paiement se fait dans le cadre des transferts qui se font entre la RAMQ et le ministère pour les besoins du ministère. C'est cette information-là que je peux vous donner. Pour les algorithmes, ce que vous pouvez faire, d'abord, c'est de regarder notre collection de surveillance des maladies chroniques. On a les algorithmes qui sont bien identifiés pour le diabète, l'hypertension, cardiopathie ischémique, MPOC, troubles mentaux. Ils sont tous indiqués dans nos feuillets. Puis, si jamais là, vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez me contacter aussi. Si je ne sais pas si vous avez aussi accès à l'Infocentre de santé publique, mais si c'est le cas, dans les fiches indicateurs, ils sont indiqués. Si vous êtes dans une région, mais que vous n'avez pas accès à l'information directement, l'équipe de surveillance pourrait de votre région pourrait vous les sortir aussi. Mais sinon, vous pouvez me faire signe là, ici. À l'adresse. Ah, j'ai pas mis mon adresse. Désolée. C'est valérie.aimont@inspq.qc.ca. Et j'ai peut-être oublié ça me fait penser de vous informer de ce qui suit. Là. La collection surveillance des maladies chroniques se retrouve aussi sur le site web de l'Institut. Et on a un article aussi qui a paru dans Maladies chroniques et blessures au Canada en 2014 qui décrit un petit peu ce que je vous ai présenté aujourd'hui, là, dans moins de détails. Là, on n'avait pas mis le cadre de qualité de données dans cet article-là, mais ça aussi, ça peut être une référence qui peut être utile. J'ai une petite question avant. Sur l'identification et la caractérisation des groupes à risque, quelles sont les variables à votre disposition pour ça? Bon, par exemple, je pense que dans le FIPA, on dispose du lieu de naissance. Oui. Est-ce que, puis on sait par ailleurs, la recherche a montré que parmi les populations immigrantes, bon, disons qu'il y a un grand risque de vulnérabilité et donc d'impact sur la santé. Est-ce que vous utilisez cette information ou est-ce que vous comptez l'utiliser?
En fait, dans le FIPA, il y a pas, on n'a pas, nous, l'information sur le statut de est-ce que la personne est immigrante ou non. Il y a à la RAMQ les plans, là, quand la personne arrive puis fait sa première demande d'assurabilité. Là, je crois qu'il y a un plan pour ça, mais nous, c'est pas de l'information qu'on a obtenue pour identifier les groupes à risque. Donc, on est beaucoup encore sur l'âge, le sexe, le statut socio-économique par l'indice de défavorisation ou par exemple, on est plus dans les facteurs peut-être de santé aussi qui peuvent être en lien avec le développement ou non de la maladie. Je vous donne un exemple. Pour l'ostéoporose, il y a la fragilité. On est aussi dans le concept de fragilité. Il y a des indices qui sont développés pour être utilisés dans les données administratives, mais qui touchent beaucoup, l'âge, le sexe, mais certaines maladies aussi ou certains événements de santé. Et fait qu'on est plus dans cette approche-là là, de fragilité. Et on a aussi justement pour les fractures puis l'ostéoporose, on sait que c'est en lien avec un faible poids ou un surplus de poids. Alors, ce qu'on a fait, là, une approche qu'on a regardée, c'est de regarder les gens qui ont une chirurgie bariatrique, est-ce qu'ils sont plus à risque d'avoir des fractures ou non. Fait qu'on est plus là-dedans parce qu'on n'a pas l'information sur les personnes immigrantes ou d'autres informations là, de ce mais vous type-là. pourriez l'avoir. Ben, je pense pas que ça. Je sais pas ce qu'il y a dans le FIPA pour ça. Je suis pas certaine qu'il y aurait. Enfin, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je sais, par exemple, que le MIDI, le ministère de l'Inclusion, Diversité et Immigration, là, utilise les données du FIPA comme base de sondage pour les enquêtes menées auprès des immigrants. Ouais. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir une certaine information là. Ouais. Dans le FIPA, s'ils utilisent ça comme base de sondage. Oui. Faudrait qu'on fouille un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y en est, parce que j'avais l'impression que c'était assez compliqué, puis que c'était... mais probablement, en tout cas pour les nouveaux immigrants, je suis pas mal... C'est sûr qu'il y a quelque chose là pour ça. Pour la suite, faudrait fouiller un petit peu. On pourrait, on pourrait regarder ça. On a aussi, ça m'amène une autre parenthèse que j'ai pas nécessairement mentionnée, là, mais on s'intéresse aussi quand on produit l'information par région, on le fait pas nécessairement pour la région 18, là, les CRI, puis le Nunavik non plus, sauf qu'on travaille avec les CRI, ils ont un registre de diabète notamment. On a comparé les données avec ce qu'on a. La raison pour laquelle on le fait pas, c'est que on a compris en faisant une comparaison entre le registre de diabète puis les données qu'on était capable seulement d'identifier 45% des cas de diabète du fait que les médecins qui vont dans le Nord sont souvent en salaire, puis on perd l'information. Sauf que parmi ceux qu'on était capable d'identifier, on pouvait ajouter de l'information au registre du diabète décrit parce qu'on était capable de faire le lien avec les hospitalisations qui ont lieu ici. Souvent, ils viennent à Montréal, là, il y a des ententes. Donc, oui. Juste une question. Concernant les maladies chroniques, on sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont en Floride chaque année. C'est un sous-groupe de la population particulière. Mais s'ils sont là moins d'une demi-an, ils gardent leur service RAMQ. Alors, j'imagine que vous pouvez voir s'ils obtiennent un remboursement de RAMQ pour un service en Floride. Vous pouvez identifier ça dans le fichier ou contrôler? Oui, mais oui, il existe. En fait, on ne l'a pas encore dans notre univers, là, mais il existe un fichier des services hors Québec à la RAMQ qu'on essaie d'avoir, mais c'était difficile de faire le jumelage avec le numéro d'assurance maladie. Mais là, il semble qu'on pourra avoir ce fichier-là. Ça fait partie des demandes qu'on a faites là, pour avoir les services hors Québec. Des personnes. Puis on peut le voir aussi, c'est ça, on voit qu'il y a
des fois, il y a 3-4 mois où il n'y a pas de service, là, par exemple, là, chez certaines personnes, là, mais on peut penser là, qu'ils sont à l'extérieur. Mais ça, c'est plus dur. Dans la perspective plus globale, populationnelle, c'est plus dur à identifier là, ou à analyser ces informations-là. Juste pour revenir avec les médecins en salaire, puis je trouve que l'exemple que vous donniez par rapport aux régions 17-18 est intéressant. Est-ce qu'on peut penser qu'avec le dossier de santé, on va pouvoir récupérer des médecins en salaire? Bien, je ne suis pas assez encore familière avec ça. Je pense qu'il va falloir voir. Je pense que oui, mais comment on va pouvoir analyser cette information-là? Qu'est-ce qui va être rendu centralisé aussi pour qu'on puisse utiliser cette information-là? Je suis pas. J'avoue que ce bout-là, là, ça reste à évaluer parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'informations qui peut être. Je pense qu'il n'y en a pas, en fait, là, ou il doit en avoir au niveau régional, je ne sais pas, d'informations sur le dossier Santé Québec. C'est ça, c'est un petit peu. Ça, c'est dans les choses d'avenir, je pense, qui pourront, puis ça pourrait faciliter. Si jamais là, on a vraiment un problème de diagnostic dans les paiements à l'acte, ça, pour moi, c'est un espoir là, que ça vienne compléter ça ou régler ce problème-là. Mais c'est difficile pour nous aussi de toute demande de modification aux données qu'on a, là, ça prend des années. La dernière demande qu'on a faite, c'est vrai que c'était gros, là, celle où je vous dis qu'on veut ajouter certaines variables qui nous manquaient, ajouter des sources de données. On va essayer de faire aussi la surveillance des traumatismes. Tantôt, j'ai parlé d'autres thématiques, là, mais des traumatismes, ça prendrait aussi le registre des traumatismes qui viendrait compléter. On n'a pas encore commencé à faire la demande parce que cette demande-là dont je vous parle, là, qui est la 3e demande, ça fait 3 ans qu'on l'a. Ouais, presque. Peut-être j'exagère, là, mais au moins 2 ans qu'on l'a fait. Puis là, on sait que c'est rendu à la CAI, puis la CAI pose des questions, donc c'est bon signe. Fait qu'on peut pas. Parce que je voudrais aussi, je sais qu'il y a beaucoup de discussions aussi sur les délais d'accès aux données pour les chercheurs là, qui font des demandes à la CAI. Pour nous, c'est sûr que là, on est super content de ce qu'on a, puis on a pu passer par ces processus-là parce que c'est rentré dans les finalités de la surveillance, on a les données mises à jour, mais toute modification, là, on n'est pas exclu de tous ces processus-là, au contraire, là, toute modification qu'on souhaite faire. Parce que, par exemple, si jamais là, on voulait fouiller, là, voir est-ce que le statut de personne immigrante ou non là, était disponible, ben, il faudrait refaire une demande de ce type-là. Ouais. Philippe, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on n'a pas d'autres questions en ligne. OK. Donc, il va nous rester à remercier encore Valérie pour cet exposé qui a soulevé beaucoup d'intérêt. Oui. On le voit par le nombre de questions. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos questions et vos commentaires. C'est apprécié. Je voudrais vous rappeler en terminant qu'on a un séminaire dans notre série là, avec le département de démographie de l'Université de Montréal. Donc, jeudi prochain, Amélie Lavoie de l'Institut de la statistique du Québec va venir présenter l'enquête réalisée sur les expériences de parentalité. Donc, jeudi, et je pense que c'est à 13h30, mais il faudrait vérifier. Donc, merci à tout le monde. Bonne journée. Merci.